qu'il ne peut pas y avoir de justice climatique sans justice sociale. C'est la base de tout. Donc, pour parler, pour développer ce sujet, je vais appeler déjà ceux qui vont animer ce débat, Thibaut Sardier, qui est un des chefs du service idées de Libération, et Assala Harbi, qui est formatrice à Banlieue Climat. Surtout Assala, hein. Pardon, vas-y. Voilà, et leurs invités, le député François Ruffin, le directeur général de la Maïf, Pascal Demurger, et la directrice du Bondi Blog, Sarah Ichou. Voilà, et ils vont débattre de « Peut-on faire écologie ensemble ?» qui est un très beau thème. Je vous laisse. Merci. 1, 2, ouais. Bonjour. Merci Alexandra, merci à toutes et à tous, et bonjour à toutes et à tous. On est très heureux que vous soyez aussi nombreuses et aussi nombreux à être là ce matin pour ce sujet, effectivement, peut-on faire écologie ensemble, qui est un très vaste sujet, mais qui est dans la droite ligne des propos d'introduction qu'on vient d'entendre, avec, pour le dire vite, pour rentrer vite dans le vif du sujet, finalement un double questionnement sur ce ensemble. Ensemble, c'est à la fois les gens, comment est-ce qu'on fait écologie avec les gens des banlieues, les gens de la ruralité, les gens des centres-villes, etc., etc., les jeunes, les vieux. Et puis, ensemble, ce sont aussi les institutions, comment mettre l'État, les associations, les collectifs divers et variés de citoyens dans un même objectif, celui de la lutte contre le dérèglement climatique et pour la protection de la biodiversité. Cette table ronde, on va l'animer à deux avec Assala. Assala, je te donne donc la parole pour te présenter. Alors du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Assala Harbi, j'ai 23 ans. Je suis formatrice banlieue climat. Et pour être honnête, c'est ma première table ronde. Du coup, soyez indulgents. Je stresse beaucoup. Merci beaucoup. Et donc voilà, dans la vie de tous les jours, je suis assistante d'éducation. Donc c'est le joli mot pour dire surveillante. Et je vais un peu raconter mon arrivée du coup dans banlieue climat, qui était complètement inattendue. Du coup, à mes heures perdues, je suis animatrice, donc directrice d'un accueil de loisirs aussi. Et un jour, mon directeur m'appelle et me dit voilà, sur la deuxième heure d'animation, tu vas accompagner les jeunes à un atelier. Ok, quel est le sujet de l'atelier? C'est le climat. Et j'étais là, waouh, ok, on n'est pas très familier avec cette thématique. Du coup, on avait des appréhensions. Et au final, ça va faire bientôt, depuis la création de Banlieue Climat et mon arrivée du coup en février de l'année d'avant, que je ne lâche pas Banlieue Climat. Et pour tout vous dire, j'ai une famille et maintenant j'en ai deux. Parce que Banlieue Climat, c'est ma deuxième famille. Donc voilà. Et voilà, Alexandra l'a dit, je suis donc Thibaut Sardier, journaliste au service idées de Libération. Et donc nous avons 3 invités pour ce vaste sujet. Assala, tu présentes ça? Alors du coup, on va commencer avec Sarah Ichou, qui est directrice du Bondi Blog. On a François Ruffin, que je te laisse présenter. Oui, donc député reporter même, comme vous aimez à vous présenter, LFI de la Somme. Et puis Pascal Demurger, qui est directeur général de la Maïf. Donc si quelqu'un a besoin d'une assurance, c'est le moment. Je rigole. Alors pour commencer, on voulait avec Assala vous soumettre à tous les 3 les propos d'une militante climat qui agit beaucoup en banlieue, notamment du côté de Bagnolet. Elle a créé un collectif qui s'appelle le Front des maires. Elle s'appelle Fatima Wassak. Et au service idées, il y a un peu plus d'1 an, on lui a consacré un portrait. C'est ma collègue Clémence Marie qui l'a rencontrée. Et donc Fatima Wassak disait la chose suivante. On m'a longtemps invité dans des rencontres autour de l'écologie pour cocher la case diversité, en me demandant d'un ton paternaliste pourquoi l'écologie ne prend pas dans les quartiers populaires, alors que ces populations sont les premières victimes du changement climatique. À ses yeux, poursuit la journaliste, si l'économie dominante, celle qu'on discute dans les partis et qu'on voit dans certains médias, ne prend pas dans les banlieues, Fatima Wassak parle, c'est parce qu'elle n'assume pas ce qu'elle est, un projet propre à la classe moyenne, voire supérieure, urbaine et souvent blanche, cette écologie-là ne marche plus. Ces propos de Fatima Wassak, j'aimerais vous les soumettre à tous les 3.
comment vous les recevez? Est-ce que Fatima Wassak a raison dans la façon dont elle formule les propos? Et évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier et tenter de faire écologie tous ensemble? Peut-être Sarah Ichou, vous voulez prendre le micro la première? Nous, on écrit au Bondy Blog, on utilise peu de micros. Déjà, merci de nous avoir invités. On est très contents d'être là. Pour réagir aux propos, effectivement, de Fatima Wassak concernant, finalement, notre place, finalement, en tant qu'habitant de quartier populaire sur ces questions d'écologie. Effectivement, ce n'est pas une place qui était la plus évidente, je pense. Nous, en tout cas, du coup, au Bondy Blog, donc peut-être rapidement pour représenter en une phrase, j'ai appris à faire ça. Le Bondy Blog, c'est un média donc, qui raconte les quartiers populaires depuis 2005, qui est né après les révoltes de 2005 et la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois. Nous, on est né d'une urgence de raconter une réalité. Et en fait, on fait évoluer notre ligne éditoriale au fil du temps. C'est-à-dire qu'on a une ligne qui est raconter ces habitants-là. Et quand on se rend compte que ces habitants-là sont concernés par les questions d'écologie, on lance une rubrique écologique, par exemple. Donc, mais c'est quelque chose qui, pour rebondir du coup là-dessus après cette rapide présentation, c'est vrai que c'est quelque chose qui, même chez nous, a toujours été transversal finalement. On parle d'écologie quand on parle de transport, quand on parle de logement, quand on parle de tous les sujets qu'on traite au Bondy Blog. Indirectement, on parle de ces questions d'écologie parce que c'est des questions qui sont ancrées chez les habitants des quartiers populaires. Mais effectivement, quand des mouvements écologiques se lancent ces 10 dernières années, je dirais, malheureusement, on n'est peut-être pas invité au départ. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a deux mondes finalement entre l'écologie, finalement, disons les termes, assez blanche, assez parisienne, assez bobo, et le fait que, encore une fois, les quartiers populaires ne seraient pas invités. Et du coup, il y a tout un travail qui est fait notamment par Banlieue Climat pour remettre les choses à leur place et comprendre finalement qu'il y a des pratiques écologiques qui sont mises en place et intériorisées dans les quartiers populaires et qu'il y a aussi tout plein de problématiques qui sont propres à ces quartiers populaires. On s'en est rendu compte pendant le Covid avec des poumons qui étaient peut-être plus abîmés, ceux de nos papas et de nos grands-parents notamment, des problèmes d'accessibilité. Moi, quand je vois que j'ai pris plus d'1h15 à venir parce que le T1 il fonctionne un jour sur 2, donc oui, prendre plus les transports que sa voiture, mais quand les transports fonctionnent, c'est mieux. Enfin bref, donc en fait, tous ces sujets-là, nous on en a parlé, et effectivement, on en a parlé, on en parle encore, mais ce qu'explique Fatima dans cet article, ça fait évidemment écho à ce qu'on raconte dans nos colonnes. François Ruffin, vous qui avez notamment dans votre travail de député, qui avez beaucoup mis en avant les classes populaires de votre circonscription, de votre département, on peut aussi élargir évidemment la réflexion de Fatima Wassak peut-être à l'ensemble des classes populaires. Donc je veux bien avoir votre regard sur les deux, à la fois la question, on va dire, des banlieues, pour faire simple, et puis plus largement, les classes populaires en général sont-elles exclues de la représentation du débat quand il est question d'écologie? Je sais que quand on prononce le mot écologie dans un coin comme le mien, je me souviens d'une raiderie, le premier réflexe c'est « oh là là là, il va me faire changer ma bagnole, elle roule encore ». Ou alors « mais je viens de changer ma chaudière, pourquoi ?» Enfin voilà, c'est l'inquiétude de se dire « ils vont encore me faire changer un truc ». Ou alors, c'est un gros souci de se dire « ils vont encore nous faire partir des usines ». En gros. Donc, quand même, j'embarque là-dedans en disant l'écologie, en revanche, se dire qu'il faut continuer à avoir des hirondelles, c'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est transclasse, à la fois dans les quartiers, dans les campagnes et tout ça. Il y a un souci de se dire, bon, on a envie de la sauver ensemble, notre planète. Donc la question, faire ensemble, pour moi, elle est clé. Elle est clé déjà parce que je pense qu'aujourd'hui, le pays va mal sur le plan matériel, parce qu'il y a un tiers de la population qui est rationnée, en gros, pendant qu'on a tout en haut d'autres qui se gavent, mais aussi parce qu'elle va mal sur le plan moral. C'est un pays qui est en dépression, c'est des jalousies, c'est des querelles, c'est une division du pays sur à peu près tous les sujets, et que passer au faire ensemble, ça veut dire embarquer les gens sur un horizon commun. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un horizon commun. Qu'est-ce que c'est l'horizon que nous proposent les dirigeants depuis 40 ans? C'est la concurrence, c'est la compétitivité, c'est le marché.
À qui ça fait envie? Quel est le sens de ça? Ça n'a aucun sens. Donc se dire qu'on doit embarquer les gens ensemble dans une direction et que cette direction, pour moi, ça va de soi, c'est la question climatique. Parce que en la matière, on a tout à changer, notre industrie, notre énergie, nos déplacements, nos logements, à peu près tout. Et donc, pour faire le lien avec les classes populaires, pour les embarquer, pour moi, il y a une question clé, c'est la question du travail. Oui. Si vous dites aux gens que ça va leur faire perdre du boulot, vous perdez tout le monde. Si vous leur dites qu'au contraire, on va construire avec ça des emplois stables, bien payés, qui va chasser une angoisse, parce qu'on ne comprend rien aux classes populaires de notre pays, des quartiers comme des campagnes, si on n'y place pas au cœur le mot peur. La peur pour soi, pour son avenir, et la peur, l'angoisse pour l'avenir de ses enfants. Si on vient dire que l'écologie, adapter la société à ça, n'est pas une peur de plus, mais au contraire, est quelque chose qui est construit de l'emploi, et un emploi qu'on assure comme stable et comme bien payé et épanouissant, eh ben, vous embarquez les gens. C'est pour ça que je place au cœur de mon discours la question du travail. C'est avec la conscience de l'écologie, la conscience d'une union de classe à opérer. Qu'est-ce qu'il faut comme travail? Si on veut changer 5 millions de passoires thermiques, c'est énormément de boulot. Ben, vous pouvez dire qu'il y a des emplois là-dedans qui doivent être... Vous savez, on a des pubs pour l'armée de terre, engagez-vous, et puis vous allez défendre votre pays. Tant mieux, ok. Mais pourquoi on n'a pas des pubs pour devenir plombier, pour devenir zingueur, vous voyez, parce qu'on a besoin de ça. Et avec la garantie que les gens, pendant toute leur carrière, seront payés 2 000 € par mois, que la retraite, elle sera à 55 ans, comme pour les militaires, parce que ce sont des métiers pénibles. Si vous faites ça comme proposition aux classes populaires, ben vous allez avoir un enthousiasme pour s'engager dans la bataille écologique. De la même manière, pour moi, il y a une grande transformation de la société à opérer, passer du plus de bien à mieux de liens. Et quand on est animatrice c'est un mot que j'adore, ça veut dire réveiller les âmes. Hein. Mais voilà, là pour l'instant, c'est des petits boulots précaires qu'on fait le soir, avec pareil pour auxiliaires de vie, alors qu'il s'agit d'accompagner les personnes âgées, qu'on a besoin de centaines de milliers de personnes là-dedans. C'est-à-dire que les métiers populaires, qu'ils soient masculins ou féminins, on les construit comme des trucs précaires et pas comme des outils de transformation aussi écologique de la société et où on peut stabiliser dans la durée. Si on dit ça va être ça l'écologie, vous embarquez du monde. Je pense qu'il y a d'autres conditions, mais je viendrai après, peut-être, ou peut-être pas. Il y a la question de la justice, c'est-à-dire relever les planchers, descendre les plafonds, et puis il y a la question de la démocratie. On ne doit pas avoir un 29 mai vert, pour ainsi dire, et faire de l'écologie contre les gens, sans les embarquer dans cette histoire-là. Merci beaucoup. Et du coup, Monsieur Pascal de Murger. Voilà, ça marchera mieux comme ça. Moi, je découvre cette déclaration-là qui, en fait, prend assez fortement parce qu'on se dit, waouh, derrière ça, il y a quoi? Il y a quand même une triple inégalité. Ce sont les gens qui, effectivement, ont, on va dire, le niveau de vie le plus faible, qui pollue le moins. Il y a un écart de 1 à 3, en gros, entre la pollution générée par les 10% des gens ayant les salaires les plus bas, le niveau de vie le plus bas, et les 10% les plus riches. D'un autre côté, ce sont eux qui subissent le plus les conséquences de la pollution, et notamment de la pollution atmosphérique, pour plein de raisons qu'on connaît, des logements moins bien isolés, évidemment des quartiers qui sont beaucoup plus exposés parce que traversés par les autoroutes, le périph', etc. Et ce sont évidemment des personnes qui juste rament au quotidien et effectivement ont au quotidien des préoccupations qui sont peut-être un peu moins lointaines que la fin du monde ou le sujet écologique. Juste, il y a les problèmes du jour. Donc, c'est à tout ça que renvoie cette situation. Et je trouve qu'elle est extrêmement importante et doit nous conduire, en effet, à réfléchir. Nous conduire à réfléchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi parce que ce sont des sujets qui sont au moins aussi importants, la régénération de la biodiversité, etc., tout le monde doit se prendre sa part, et en particulier, j'espère qu'on en parlera, en particulier celles qui ont
la plus grande responsabilité dans la situation dans laquelle on est doivent également être celles qui ont le plus grand rôle dans la réparation, ce sont les entreprises. Hein, parce que c'est quand même de ça, à la base, dont on parle. Et puis, oui, alors là, je rejoins complètement François. Il y a un moment où il faut arrêter d'avoir un discours qui oppose, un discours qui exclut. Et oui, autour d'un grand projet collectif incluant à la fois une dimension sociale et une dimension écologique, je pense que oui, sur un plan démocratique et sur un plan, alors tu as utilisé le mot moral, pourquoi pas, je pense qu'il y a des choses à faire et rétablir un mouvement, une dynamique qui soit positive. Alors justement, pour rester tout de suite sur que peut faire une entreprise par rapport à ce que disait François Ruffin sur l'écologie, d'une certaine façon, ça ne se décrète pas par en haut, il y a ce mouvement social qu'il a décrit. Généralement, on imagine bien ce que peut faire la puissance publique, on imagine bien ce qui peut émerger de collectifs citoyens, militants, etc. Et dans tout ça, une entreprise, qu'est-ce qu'elle doit amorcer et qu'est-ce qu'elle doit suivre? L'entreprise a un rôle majeur, aussi bien d'ailleurs sur les sujets écologiques que sur les sujets sociétaux d'une manière générale. Elle a un rôle majeur d'abord parce que c'est elle qui porte la première responsabilité sur la situation. Enfin, la pollution atmosphérique, le réchauffement climatique, c'est quand même d'abord et avant tout la production industrielle et d'une manière générale l'impact des entreprises qui en est à l'origine. Et donc les entreprises, oui, elles ont énormément à faire pour décarboner leur production, pour réduire leurs émissions. Pour moi, une entreprise, ça n'est pas un endroit qui est isolé du monde. On a longtemps eu une conception de l'entreprise comme étant finalement complètement tournée vers elle-même, complètement centrée sur elle-même, et dont le seul objectif, la seule rationalité, c'était d'augmenter sa performance et d'augmenter ses profits. C'était le rôle exclusif que l'on assignait aux entreprises. Heureusement, cette période commence à être révolue et même dans l'esprit des dirigeants d'entreprise, les choses sont en train de changer. Pour moi, l'entreprise, fondamentalement, l'entreprise, elle est politique. Elle est politique, ça veut dire qu'elle a un rôle extrêmement important à jouer dans la société. Parce que l'entreprise, alors d'abord, elle est traversée par ce qui se passe dans la société, il n'y a pas d'étanchéité. Et puis surtout, l'entreprise, elle a des conséquences sur la société. Des conséquences sociales, si on délocalise plutôt que créer de l'emploi en France, ça a évidemment des conséquences sociales. Des conséquences d'ordre moral, là aussi je reprends le terme utilisé par François, selon la manière dont on va se comporter avec les salariés de l'entreprise. Selon qu'on va faire en sorte de créer un travail qui soit une source d'épanouissement, une source de réalisation de soi-même, ou au contraire, qui va être une source de stress et de mal-être, on a évidemment une conséquence qui va bien au-delà de l'entreprise et une conséquence sur la société elle-même et la société dont elle se porte. En matière d'écologie, c'est exactement la même chose. Et quel que soit le secteur d'activité. Alors évidemment, c'est vrai de manière très directe dans le monde industriel, etc. Moi, je dirige une boîte d'assurance. D'où ma question. A priori... Pardon, je vous coupe, mais du coup, comme ça, je peux poser une question. Du coup, Manif, donc assurance. Et du coup, pour vous, quel est le lien direct entre les assurances et l'écologie? Parce que on discutait du coup avec des amis sur du coup les comparateurs d'assurance. Nouveau permissier, on a envie d'acheter une voiture. Sauf que quand on pense écologie, on regarde les prix des voitures. Souvent, les voitures hybrides ou électriques ne sont pas toujours abordables. Et les assurances, encore moins quand on est nouveau permis. Et du coup, j'imagine qu'en tant qu'entreprise, assureur, on veut proposer les meilleurs prix à un maximum de public. Et du coup, ce qui peut inciter l'achat d'une voiture. Et là, quel est votre rôle à vous entre assurance et écologie? Et c'est une très bonne question. On se dit effectivement, une boîte d'assurance, ça n'a pas d'usine, il n'y a pas de cheminée qui fume, et donc l'impact sur l'écologie, il est pas énorme. En réalité,
pour peu qu'on s'intéresse un peu à la question, qu'on soit motivé et qu'on ait un peu le sens des responsabilités, on se rend compte que si, il y a plein de trucs à faire. D'abord, une boîte d'assurance, souvent ça fait de ce qu'on appelle l'assurance vie, c'est-à-dire de l'épargne. Nous, on a une activité d'assurance vie et on collecte l'épargne de nos sociétaires qui nous la confient. Cette épargne, évidemment, on va la placer pour pouvoir rémunérer l'épargne de nos sociétaires. Là, on a un levier déjà qui est gigantesque. Les assureurs, les banques, d'une manière générale, les institutions financières qui financent l'économie ont un levier gigantesque selon la manière dont elles vont orienter ces financements. Nous, on est les seuls d'ailleurs, assureurs, banquiers, etc., à être complètement sortis du secteur des énergies fossiles. On n'a plus 1 euro investi dans le secteur des énergies fossiles. Et à l'inverse, on investit des milliards d'euros dans les énergies vertes. Là, on a un levier extraordinairement puissant. Si je reviens à votre question de manière plus précise, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les personnes et modifier leur consommation pour effectivement accélérer la transition? On fait plein de choses. Ça veut dire par exemple que si vous avez un véhicule électrique et que vous venez l'assurer chez nous, il y a un bonus écologique, c'est-à-dire que vous payez moins cher que pour un véhicule équivalent qui serait un véhicule thermique. Pour encourager cette mutation, parce qu'on sait que les véhicules électriques, en effet, ils sont plus chers, ils sont moins accessibles, et donc il faut un soutien. Si vous faites réparer, si vous avez un accident, vous êtes assuré chez nous, on va faire en sorte, avec votre accord, que votre véhicule, si c'est techniquement possible, soit réparé avec des pièces d'occasion, des pièces recyclées, plutôt qu'avec des pièces neuves. Parce que ça ne sert à rien de mettre une aile ou un pare-choc neuf, alors que tous les jours, il y a des milliers de véhicules qui sont détruits avec des ailes ou des pare-chocs qui sont encore bons à utiliser. Et puis, ça veut dire que la Maïf réalise, alors de manière relativement modeste, mais réalise évidemment un bénéfice chaque année. Ça veut dire que, comme on n'a pas d'actionnaire à servir, on n'a pas d'actionnaire, donc on n'a pas de dividendes à verser, on va consacrer une partie, 10% de ces résultats, à des actions hyper locales de régénération de la biodiversité. Je pourrais multiplier les exemples. Ce que je veux montrer par là, c'est que n'importe quelle entreprise, quel que soit son secteur d'activité, même si on paraît très éloigné de ces sujets, en réalité, on a des possibilités d'action qui sont énormes. Ok, merci beaucoup. Du coup, maintenant, j'ai une question pour François Ruffin. Tout à l'heure, vous parliez un peu de légitimité et un peu de... Voilà, c'est là où il y a le blanc. C'est pas grave. Je vais répondre à Pascal, d'accord? Parce que il y a des points d'accord et il y a un point de désaccord ou un point qui nécessite à être clarifié. Tu dis l'économie est en train de changer, les chefs d'entreprise prennent conscience, et ainsi de suite. C'est ce que tu as dit. Bon, d'accord. Donc on va être d'accord. Vous l'avez on va dit. être d'accord sur le fait que ce que tu énonces, c'est un vœu. C'est ce qui peut exister dans l'économie sociale et solidaire, mais c'est ce qui n'est pas l'économie dominante d'aujourd'hui. Alors, ce que j'énonce, c'est ni un constat ni un vœu, c'est un combat. D'accord. Parce que alors voilà. Je tiens à introduire la nuance, parce que l'économie d'aujourd'hui, c'est pas ça. On est bien d'accord. Et ça ne change pas, ça empire. Non, c'est ma parole là. Vas-y. Non, ça empire. Je suis désolé, je lis les échos de mon ami Bernard Arnault très régulièrement. Je veux dire, c'est la joie. On devrait venir avec des serpentins, avec le petit chapeau, se jeter des confettis, boire du champagne tout le temps. Le CAC 40 bat des records de dividendes, records de profits, ça fait la une tous les jours. Et quand on lit les échos, alors ça se termine par des petits points austères, mais on sent qu'il y a quelque chose qui jubile en eux, et s'ils étaient ma fille, ils mettaient 3 points d'exclamation et des smileys à la fin des phrases. Parce que c'est la boum là. Et pendant ce temps-là, on nous parle de déficit, on nous parle d'austérité. Attendez. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer profondément dans les entreprises. Ça veut dire quoi? Très concrètement, c'est un combat. Mais ça veut dire que c'est un combat contre des fauves. Ce sont des fauves qu'il s'agit de remettre en cage. Parce que là, ils bouffent la planète, ils bouffent les hommes. Alors,
petit aparté de reporter. Hier, j'étais sur une grève Auchan Logistique par chez moi. Donc des caristes, Nordine qui mène la grève pour la CFDT dans mon coin. Et les gars, qu'on a estimé absolument essentiels pendant le Covid, là, on leur propose 1,3% d'augmentation. C'est-à-dire moins que l'inflation. Leur temps de pause, on a diminué leur temps de pause, alors qu'en même temps, on leur a mis un casque à commande vocale sur les oreilles qui fait qu'ils sont passés, ils ont quasiment multiplié par 3 le nombre de colis qu'ils font. Avec, pour les nouveaux entrants, ils ont perdu une prime qui était une prime enfin je ne sais pas trop quoi, mais enfin qui était de 150 € par mois, elle était perdue au passage. Pour Auchan, qui là met 1,3 milliard, je crois, pour racheter des bouts de casino. Pour Auchan, qui va continuer à aller acheter tout ce qui est possible d'acheter à l'autre bout de la planète. Donc si jamais la puissance publique n'est pas là comme un dompteur pour remettre le fauve dans la cage, c'est cuit. Qu'est-ce que ça veut dire, la puissance publique? Qu'est-ce qu'il y a comme action à mener? La première action, pour moi, elle est sur la question du libre-échange. On n'aura pas d'écologie, on n'aura pas de progrès social, on n'aura pas de progrès environnemental, on n'aura pas de progrès fiscal en régime intégral de libre-échange. Si jamais on n'empêche pas la possibilité pour tout industriel d'aller rechercher le dumping le plus loin possible, on ne s'en sortira pas de la nasse dans laquelle on est. C'est la première condition. La deuxième que je vois, c'est instaurer la démocratie dans les entreprises. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la seule mission de l'entreprise, c'est de faire du profit et de verser des dividendes à ses actionnaires. Actionnaires, moi j'ai déjà participé à des assemblées générales, hein. On se moque de l'Union soviétique, mais quand on y est, on a quand même 99,7% de trucs favorables. Bon, bah, la présence des salariés au conseil d'administration, pas juste 2 salariés sur un coin de strapontin qui n'osent pas lever le doigt parce qu'ils sont tout au bout, mais qu'on ait au moins un tiers des salariés pour qu'ils puissent peser sur l'orientation stratégique des entreprises. Moi je souhaite aussi une présence des ONG dans ces conseils d'administration, qu'il y ait une présence des élus locaux, bref, que l'intérêt général soit représenté, pourquoi pas par un bout du capital, mais aussi par un bout du travail et par des manières de voir diverses. Ça veut dire que quand vous parlez, comme l'an dernier, vous avez consacré un colloque au sujet d'économie de guerre climatique, la guerre, elle est contre... les entreprises? Non, la guerre, elle n'est pas contre les entreprises. Il s'agit d'amener les entreprises, mais elles ne vont pas y venir de bon cœur. Donc il y a des contraintes à poser, mais c'est des contraintes, c'est qu'est-ce qu'on se donne comme règle. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les entreprises, c'est pas ça du tout. Mais qu'est-ce qu'on leur pose comme contrainte pour qu'ils aillent dans la bonne direction? Ensuite, moi je vois une troisième chose qui est directement liée à notre sujet, c'est la bataille sur la publicité. On ne doit pas laisser les grands groupes décider de notre imaginaire. Et enfin, et je sais que c'est un autre point sur lequel on se rejoint, je veux dire, là, maintenant, les aides de l'État aux entreprises, c'est 200 milliards d'euros. Je ne sais pas si on se rend compte, quoi. C'est 3 fois le budget de l'éducation nationale. C'est devenu le premier budget de l'État, ce sont les aides aux entreprises. Et se dire que ces aides-là, d'abord, je suis pour qu'elles diminuent. Si Bruno Le Maire, il a allé chercher les trucs, c'est là-dedans qu'il doit le trouver. Vous imaginez que la première réduction à laquelle songe Bruno Le Maire, c'est pas il songe, il le met en œuvre immédiatement, 1 milliard d'euros, c'est sur les logements, c'est sur les passoires thermiques. C'est-à-dire que leur manière de voir en petit comptable minable fait qu'ils endommagent la société au présent, évidemment parce que les gens ils vont vivre plus durement, mais ils endommagent l'avenir. C'est l'investissement sur l'avenir qui n'est pas fait. Là, c'est 100 000 passoires thermiques qui ne seront pas rénovées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on maintient des importations de gaz et de pétrole pour chauffer l'air. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire 1, la planète, oui. 2, ça veut dire déficit commercial. 3, ça veut dire absence de souveraineté. Par les choix immédiats, c'est-à-dire que finalement, Bruno Le Maire est devenu comme un actionnaire. Un actionnaire, il est dans le présent permanent ou dans le courte vue. Et on a un ministre de l'économie. Normalement, l'État doit être celui qui nous plonge, qui relève le nez, qui nous fait voir un horizon, qui nous entraîne dans la durée. Et on a l'inverse, Bruno Le Maire qui devient une espèce d'actionnaire avec de la pensée court-termiste. Le deuxième budget qu'il va réduire, c'est la recherche. Et bon sang, combien on a besoin de recherche pour affronter les défis climatiques qui sont les nôtres? Donc, il s'agit de se dire que on doit sortir de ça et donc conditionner. Quand il y a des aides aux entreprises, qu'elles soient conditionnées. Quand on pense au CICE,
20 milliards d'euros. Moi, je suis pour le ciblage, je suis pour cibler des aides. Je ne suis pas contre les aides, mais je suis pour qu'elles soient ciblées sur les secteurs qui en ont besoin, sur ce qui nous apparaît comme stratégique, et ainsi de suite. On fait le CICE 20 milliards d'euros, on arrose tous azimuts, plutôt que de cibler, et on conditionne absolument pas. On va laisser Pascal Demurger répondre dans un instant, mais d'abord, Sarah, vous qui dirigez le Bondi Blog, j'aimerais bien avoir votre regard sur ce qui vient d'être dit, parce que vous l'avez dit vous-même, en présentant les travaux du Bondi Blog, vous avez commencé en expliquant que l'écologie, finalement, elle était beaucoup traitée à travers d'autres sujets au Bondi Blog, et là, la discussion nous a emmenés à parler de travail, de logement, d'entreprise. Donc, comment vous recevez ce qui vient d'être dit? Et puis, vous, quand il s'agit de parler d'écologie au Bondi Blog, quand vous choisissez les sujets, est-ce que dans les propositions, dans les échanges, vous voyez un de ces thèmes qui s'impose, qui devient prioritaire? Est-ce que par exemple le logement, là dont il a été pas mal question, c'est un gros sujet? Est-ce que non, et en fait c'en est un autre? Et même si je peux ajouter un mot, aussi en tant que femme de banlieue du coup. Voilà. Bien sûr. Alors, en fait, nous, effectivement, c'est un sujet qui a toujours été, comme je disais, transversal, et on le voit effectivement là dans la discussion, c'est que finalement, quand on parle de toutes ces questions-là, on parle d'écologie, directement ou indirectement. Et en fait, sur la question du logement, par exemple, nous, on a beaucoup traité les questions de rénovation urbaine. Cet été, par exemple, on a publié un reportage sur les passoires thermiques dans les foyers de jeunes travailleurs, etc., etc. Et en fait, il y a tout un truc aussi sur, en gros, la culpabilité des habitants des quartiers populaires vis-à-vis des questions d'écologie. Comme pour beaucoup de choses, finalement, malheureusement. C'est-à-dire que quand on parle de quartiers populaires, on ne tilte pas forcément avec l'écologie. Peut-être un peu plus récemment avec Banlieue Climat, par exemple. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui ne vont pas forcément automatiquement ensemble. Et pourtant, finalement, quand c'est des choses qu'on questionne, quand on décide d'aller chercher ces sujets-là, mais c'est des sujets qui sont ancrés chez ses habitants depuis des décennies. C'est-à-dire que l'upcycling, le greenwashing et tous ces mots en ing qui sont tendance aujourd'hui, en réalité, ils sont ancrés chez les personnes les plus populaires depuis très longtemps, et notamment pour des raisons économiques. C'est-à-dire que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on ne se permet pas d'acheter beaucoup de vêtements. On les passe aux petits frères. On prend moins de bains peut-être, l'empreinte carbone elle est différente, on prend plus les transports, une voiture ça coûte cher peut-être à assurer aussi, une voiture critère 1 effectivement ça coûte cher, mais de plus en plus là on va pas pouvoir rouler à Rosny-sous-Bois, donc en fait on prend le bus, et en fait c'est plein de petites qui sont pas petites en fait, mais de pratiques écologiques qui sont ancrées chez les habitants des quartiers populaires depuis toujours finalement, mais qui ne sont pas forcément conscientisés. Et donc, à partir du moment où ce n'est pas conscientisé, ce n'est pas politique, et donc, quand il y a un mouvement finalement qui se lance, il se lance sans les habitants des quartiers populaires. De plus en plus, il y a ces ponts qui se font parce qu'il y a aussi cette déculpabilisation de l'écologie. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, l'écologie telle qu'elle est amenée, c'est une contrainte. C'est effectivement, on va devoir vous faire changer votre voiture, vous allez devoir tout changer, déménager, changer vos pratiques de consommation, etc. Puis prendre l'écologie aussi par le prisme de la consommation, c'est assez intense, disons. Donc voilà, donc nous c'est quelque chose qu'on a toujours traité comme ça, notamment à travers les questions de logement, effectivement, les questions de transport, moi qui me sont très chères parce que je prends peut-être un peu trop les transports et ça ne marche pas. Bref, mais en tout cas, le truc c'est que c'est des choses qui sont ancrées, c'est des choses aussi quand on fouille un peu plus, c'est-à-dire que quand on a un rapport au territoire qui est celui d'un habitant des quartiers populaires, où en fait nous on fait beaucoup d'interventions dans des classes par exemple, quand on demande aux jeunes de se présenter, la première chose qu'ils nous disent c'est je viens de telle ville, tel quartier, voire de tel bâtiment. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un lien avec l'écologie à ce sujet-là, c'est que finalement, quand on est attaché à son territoire à ce point, on a envie d'en prendre soin d'une manière ou d'une autre. Donc après, voilà, c'est des choses qui s'apprennent, qui se transmettent, c'est des choses qui évoluent. L'écologie, c'est une question de société relativement nouvelle, donc ça arrive aussi du côté des quartiers populaires et des zones rurales d'ailleurs. Mais voilà, et donc je ne sais pas si je réponds exactement à la question, mais après il y avait une autre question sur le fait d'être femme.
je l'ai pas, j'arrive pas à la reconnecter directement avec ce que je viens de dire. Mais on en... Ok. Ouais, je veux bien. Et du coup, tout dans le prendre soin du coup de d'où on vient, quelles sont par rapport à ça, à ce souhait-là, les initiatives qui ont été mises en place? Alors, prendre soin d'où on vient, je pense qu'il y a plein de choses, il y a plein d'initiatives locales, et là, comme ça, je ne pourrais même pas les énumérer de manière exhaustive, mais là, je pense par exemple à une recyclerie à Bagnolet, pas loin du Vert Dragon, justement, dont est membre Fatima Mafsak, ouais. La recyclerie d'Alassana Diallo, dont on a fait le portrait il y a quelques semaines au Bondi Blog, qui en fait explique, bah voilà, je voyais dans mon quartier, finalement, je voyais plein de vélos qui dépassaient sur les bâtiments et de gens qui roulaient pas avec parce que les vélos étaient cassés. Donc il y a un mec qui s'est dit, bon, en fait, on va réparer ces vélos. Et puis aussi, voilà, il y a plein de gens qui ont des choses chez eux qui dépassent et comme les logements sont pas très grands, bah, en fait, on va les stocker là et chacun va pouvoir les... Et ça, par exemple, bah, c'est des pratiques écologiques qui ont souvent existé dans les quartiers populaires, qui ont longtemps existé et qui maintenant se présentent plus comme étant des recycleries. Enfin, on utilise aussi le jargon finalement écologique, mais jusqu'ici en fait tout est une question de marketing finalement peut-être dans la manière dont on vend la chose. Mais voilà, donc en fait ces pratiques, ouais, il y en a plein. Là c'est le premier exemple qui me vient en tête parce que c'est le dernier sujet qu'on a fait. De quoi ? Les jardins ouvriers, effectivement aussi. Les jardins ouvriers, le rapport à l'alimentation, le rapport à acheter finalement le plus sain, manger le moins transformé possible, etc. etc. C'est des choses, en tout cas, je pense notamment chez les plus anciennes générations, qui ont toujours été très ancrées, donc qui se transmettent, etc. Maintenant, il y a des choses qui... Je ne suis pas là pour dire que tout va bien, effectivement. Là, par exemple, sur la question de l'alimentation et de l'alimentation transformée, quand on voit le nombre de snacks qui fleurissent un peu partout et tout, effectivement, il y a aussi des choses à revoir. Mais en tout cas, de manière assez naturelle, et c'est pas forcément, quand on se dit écologie et quartier populaire, c'est pas forcément des choses qui vont automatiquement ensemble. Donc je sais que quand on a lancé, alors du coup, juste pour reprendre cette question-là, tout à l'heure sur la question de cette rubrique finalement qu'on a lancée, de comment est-ce que les sujets sont amenés, bah, parfois ils sont amenés de manière indirecte finalement. Voilà, on va parler de ça, et puis en tirant le fil, en fait, on parle d'écologie. Mais de plus en plus aussi, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus ancré chez les personnes qui écrivent aussi chez nous, c'est que finalement, je voudrais mettre en avant, ou je voudrais parler de cette problématique, etc. etc. Et donc ouais, c'est des sujets qui viennent de plus en plus à nous aussi. Mais ce que vous avez décrit finalement, en caricaturant un petit peu, c'est presque le citoyen ou la citoyenne modèle du point de vue de l'empreinte écologique, c'est-à-dire une très faible consommation, on réutilise des vêtements, on se les donne, enfin, je ne refais pas la liste complète. Donc il y aurait là un modèle à trouver pour l'ensemble de la société, à ceci près que c'est souvent subi, puisque c'est aussi des conditions de précarité qui sont qui décident de ça. C'est pas des choses qui sont forcément conscientisées. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que c'est des choses qui naturellement sont faites, et tout comme en fait à la même image de ces sujets qui sont assez transversaux, c'est-à-dire qu'en fait on se dit pas forcément, tiens là j'ai une pratique écologique. Je suis en train de faire quelque chose pour la planète, le fait de... Non, en plus, en réalité, je pense que quand on est... C'est même pas je pense, je le sais, parce que je l'ai vécu. Quand on est enfant et qu'on a le sweat de son grand frère, en vrai, on n'est pas content. On se dit pas, ouais, je sauve la planète, c'est super. En vrai, de vrai, c'est pas ouf. Non, mais en fait, c'est ça. Et donc, c'est pas quelque chose qui est évidemment conscientisé. Là, je le formule comme ça parce qu'on est là pour mettre des mots sur tout ça. Mais en réalité, ouais, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. C'est aussi quelque chose de... Toutes ces, finalement, la recyclerie de Bagnolet dont je parle, elle est relativement nouvelle. Mais c'est quand même une question politique importante qu'on peut peut-être poser pour le coup à François Ruffin. C'est comment ces conditions de vie, on peut les ériger en standard de ce vers quoi nous devons tendre, parce qu'effectivement, si on calculait l'empreinte carbone, ce serait peut-être dans les quartiers qu'on la trouverait la plus exemplaire, tout en permettant aux classes populaires d'avoir le mieux-être qu'elles veulent à juste titre. Enfin, moi, je ne l'érige pas en standard. Je veux dire que je pense qu'il y a des droits nouveaux à conquérir et qui doivent être obtenus. Je parle de descendre le plafond, relever les planchers.
par exemple, pourquoi l'année dernière, on fait une proposition de loi avec des collègues de la NUPES sur les vacances pour tous? Parce que dans mon coin, à la fois, je vois des gens qui, dans les campagnes, n'auront jamais vu que leur clocher, et je vois dans les quartiers, et pourtant des gens qui sont dans des associations et tout ça, qui ne seront jamais à la mer, qui ne seront jamais allés à la montagne, qui n'auront jamais vu que leur quartier. Et à un moment, comment être pleinement citoyen de notre pays si on n'en connaît pas sa géographie, non pas seulement à travers une carte de France, mais avec ses pieds, parce qu'on a été faire du camping, parce qu'on a vu la diversité de tout ça. Et je pense que dire qu'on vient introduire un droit, par exemple, aux vacances, qu'il y a la garantie pour tous les gamins de partout où ils sont, que dans leur premier cycle de primaire, il y aura un départ pendant au moins une année, pendant quelques semaines, une année, puis que de la même manière pendant le collège, il y aura un été où ils partiront et ainsi de suite. Faire acquérir aux gens des droits nouveaux est aussi quelque chose qui les embarque dans ça. Donc je ne l'érige pas en standard, de la même manière que... D'ailleurs, vous dites, je vous coupe, mais pas de nouvelles contraintes écologiques sans nouveaux droits sociaux. Voilà, je pense qu'il faut garantir des droits, et de la même manière sur le logement. Moi, j'ai le quartier nord d'Amiens, hein, dans ma circonscription, je n'érigerai pas le logement du quartier nord comme standard. Non, juste... Évidemment, c'est pas ce que je voulais dire, hein, qu'on s'entende bien. Hein, C'est ça. Non, mais juste pour clarifier, sait-on jamais, nous, évidemment, on est là pour... notre travail au Bondi Blog, c'est de dire que ça n'existe pas les jeunes des quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires. Donc, évidemment, en termes de standards et de généralisation, tout est bien sûr relatif, mais c'est juste que... On parle de faire écologie ensemble, donc ce ensemble, finalement, il y a aussi ce truc de groupe. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai précisé, je la sors. Donc je pense que pour faire ensemble, il faut qu'il y ait un minimum qui soit relevé, qui ne soit pas le minimum de survie, qui soit offert à tout le monde en gros, et qui ne comprennent pas que les besoins vitaux, mais aussi le droit au bonheur. Par exemple, pour moi, accéder aux activités périscolaires, quand je vois que des gamins qui à Amiens Nord ou ailleurs peuvent pas faire de foot parce qu'il n'y a pas de quoi payer la licence, moi ça me va pas du tout. Donc il doit y avoir un droit comme ça à un certain nombre d'activités, à des choses de cette nature-là. Et puis on peut pas faire ensemble s'il n'y a pas une justice, un sentiment de justice, et qu'on partage du commun. Je veux dire, les temps, si on se met... Alors, l'an dernier, j'ai expliqué et j'ai utilisé l'expression économie de guerre. Je dirais plutôt mobilisation générale. Mais si on considère qu'aujourd'hui, il y a besoin d'une mobilisation générale, qu'il y ait de canaliser pour affronter les défis qu'on vient d'énoncer dans à peu près tous les secteurs, toutes les intelligences du pays, toutes les énergies du pays, tous les savoir-faire du pays, tous les capitaux du pays qui doivent être dirigés dans cette direction-là, ça se fait en général par un renforcement de la justice. La Première Guerre mondiale a été un temps où on a créé l'impôt sur le revenu. La Deuxième Guerre mondiale, on sait ce qu'a fait Roosevelt et même l'homme de droite qui était Churchill en Grande-Bretagne pour assurer des besoins vitaux. Jamais les populations anglaises, les classes ouvrières anglaises ne s'est aussi bien nourries que pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu 7 ans de renouvellement, 7 ans d'espérance de vie de la classe ouvrière à ce moment-là, parce que le rationnement a amené à faire monter le plancher pendant qu'on diminuait le plafond. Donc il est évident qu'il y a une question notamment de la justice fiscale qui doit être posée pour qu'on soit tous embarqués ensemble. Ensuite, ce que dit Sarah me fait poser qu'il faut trouver absolument la liaison entre le bas et le haut. On ne peut pas avoir les bonnes volontés associatives. Alors chez moi, il y a quelque chose qui s'appelle écocité et qui fait qu'il y a des ruches qui sont réintroduites dans le quartier, ou alors c'est des AMAP, ce genre de choses-là, des recycleries de manière parsemée dans le pays, en espérant que ça germe de manière naturelle partout comme ça, ou alors que tout soit attendu d'un grand programme formidable qui nous tomberait d'en haut et que d'un seul coup, la France serait transformée en paradis. Il faut absolument trouver la jonction, la dialectique qui permet de passer du bas et du haut. Et je pense que cette dialectique-là, on l'a dans notre histoire. La sécurité sociale, qui est une espèce quand même d'utopie réalisée. Ambroise Croizat, quand il met en place son vaste plan de sécurité sociale en 1945, il n'aurait pas pu le penser, et s'il l'avait pensé, on l'aurait traité de fou, si jamais pendant un demi-siècle, il n'y avait pas eu à la base des caisses de solidarité, des fédérations de travailleurs, des mutuelles qui s'étaient mises en place, qui faisaient que c'était déjà là. Il y avait
ça avait rouvert l'imaginaire, il y avait un imaginaire qui s'était ouvert parce que des hommes et des femmes, à la base, l'avaient fait exister. Donc pour moi, il y a une dialectique à trouver entre qu'est-ce qui se fait et qui est déjà bien marqué dans le territoire, et avec un État qui doit venir ensuite pour généraliser ça. Mais ça porte un nom qu'on n'a pas encore prononcé, c'est planification. Moi, ce que vous dites m'évoque, du coup j'en parle, un livre qui vient de sortir, Comment bifurquer les principes de la planification écologique. Et que disent les deux auteurs? C'est on fait des expérimentations locales, on regarde ce qui marche, l'État reprend la main, généralise quand ça marche, et évidemment contraint les entreprises à l'appliquer, ou en tout cas ponctionne les entreprises pour financer ces projets. Est-ce que grosso modo, vous renieriez ce terme de planification ou pas? En tout cas, il y a changé quelque chose dans la planification qu'on a connue dans l'après-guerre. C'est pour ça qu'à la fois, je pense qu'il nous faut planifier, il nous faut rouvrir un horizon. Enfin voilà, l'État doit être là pour penser un horizon. En même temps, il ne faut pas qu'on ait une planification technocratique, quitte à ce que ça soit une technocratie verte. Parce que si jamais on ne pose pas la question de la démocratie, ça doit être une planification qui fait que les gens se sentent compris à l'intérieur de ça. Ça doit être une planification démocratique. C'est pour ça qu'il faut partir de ce qui se fait déjà, et qu'à toutes les étapes du cheminement, il y ait la conscience qu'on embarque les gens et qu'on le fait de manière démocratique. Je pense que de manière prioritaire aujourd'hui, il faut introduire le référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution. C'est maintenant une demande qui est très large, qui est amplement majoritaire dans le pays, il faut le généraliser. Sans doute qu'il y a des conventions citoyennes à multiplier et ainsi de suite. Mais donc je suis pour une planification démocratique. Et du coup, moi j'ai une question par rapport à ça, parce que là on parle de possibilités ou de droits, mais quand est-ce qu'en fait on parle de devoirs? Parce qu'on peut avoir certains droits, le droit de faire certaines choses, ou d'avoir accès à certaines structures, etc. Mais est-ce que se sentir le devoir de le faire ensemble, c'est pas davantage important, enfin, d'autant plus important que seulement avoir le droit de? Je suis absolument convaincu que tout citoyen a des devoirs. J'aimerais, moi, que ce devoir soit conjugué avec du désir. C'est-à-dire qu'il y ait le désir de se dire que oui, on va changer ça ensemble, que oui, on a envie de mettre fin aux passoires thermiques ensemble et qu'on va se retrousser les manches pour ça. Tu vois, que finalement, par exemple, moi, je portais la semaine dernière qu'il y a un contrat d'engagement pour la jeunesse avec la garantie que pendant tout le temps de ses études, ou mettons entre 18 et 25 ans, il y ait un revenu qui soit lié à ça, mais qu'on se dise quelles sont les missions à remplir en contrepoint. En quoi on a besoin de la jeunesse dans la société? Qu'est-ce que c'est qu'il va y avoir comme engagement? Mais ma conviction est que le devoir, il y a une part de contrainte. Malheureusement, les gens, ils vivent déjà la contrainte. Je veux dire, moi je considère un tiers des Français qui aujourd'hui sont rationnés. Qui sont rationnés sur leur nourriture, jusqu'à leur nourriture. Qui sont rationnés sur leur santé, qui sont rationnés sur leurs activités, les activités de leurs enfants. Donc la contrainte, elle est déjà là de manière ample. Il y a quelque chose, je dirais presque au contraire, de faire que les gens puissent respirer là-dedans. Et que par contre, on ait un changement d'imaginaire et que l'imaginaire ne soit plus dans qu'est-ce qu'on doit consommer à court terme, mais comment on va transformer la société ensemble. Et je suis convaincu que dans notre pays, il y a un profond désir de faire ensemble. Il y a un profond désir de faire société ensemble. Il y a un profond désir de transformer le pays ensemble. Mais maintenant, il faut qu'il y ait un espèce de chef d'orchestre qui me vienne, c'est ce qu'on dit sur la jonction entre le bas et le haut, qui fasse que ça ne soit pas des bonnes volontés clairsemées, mais qu'on organise ces bonnes volontés. Mais, excuse-moi, mais est-ce que le mot « ensemble » voudrait dire aussi que tout le monde doit agir de la même manière et à la même intensité? D'autant plus que, comme tout à l'heure vous disiez, 10% des plus riches, ce n'est pas les 10% des plus pauvres. Donc, du coup, comment est-ce que dans cette situation-là, on pourrait faire écologie ensemble et de façon équitable? Alors, je dis, les contraintes, elles pèsent déjà sur les classes populaires, ce qui fait que tu disais qu'elles ont un comportement écologique malgré elles, quelque part. Bon, si, pour le haut, il faut qu'il y ait des contraintes qui pèsent, et comme ça ne passe pas par le porte-monnaie. C'est pour ça que moi je suis un peu réservé sur l'usage de la taxe carbone, mais de dire on va augmenter de 10%, parce que 10% en plus, ça se sent très fortement quand on est en bas, ça se sent beaucoup moins fortement quand on est en haut. Mais évidemment, il doit y avoir posé comme contrainte que ce n'est pas possible de faire voyager des costumes en classe affaires. Comment vous voulez, quand on sait que
celui qui est supposé nous servir de modèle, le président de la République, réserve des sièges qui vont en font bouffer le bilan carbone d'un Français moyen en juste un voyage de costume, comment vous voulez que les gens ils se disent « Ah ben d'accord, je vais faire des efforts sur ma voiture ». Donc, puisque ce n'est pas par le porte-monnaie que ça va peser sur en haut, il est évident qu'il doit y avoir un plafond qui doit être posé aux gens d'en haut. Vous savez, moi j'ai vu un yacht au Monaco Yacht Show, parce que je fréquente ces endroits-là, et son nom était le Limitless, le sans limite. Mais ça, c'est le nom de notre classe dominante aujourd'hui. Notre classe dominante, elle se sent sans limite. Il y a une hubris, une démesure, on disait chez les Grecs, et on a un président de la République qui incarne pleinement cette démesure qui lui est propre, mais qui est propre à sa classe, à une classe dominante qui aujourd'hui se croit tout permis. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut du politique pour remettre des limites, pour dire non, ça c'est pas possible. Eh bien, par exemple, il faut un quota carbone maximal par avion. On l'avait posé avec Delphine Bateau, qui fait que d'un côté, on relève le plancher, on dit que chaque Français aura le droit à 4 voyages dans sa vie pour aller découvrir le monde, parce que ça peut être bien pour s'enrichir quand on est jeune et ainsi de suite, voir ailleurs. Bon, mais qu'en revanche, les vols intérieurs en avion seront désormais interdits, et puis qu'il y aura un quota carbone pour l'ensemble de son existence sur les voyages en avion. Donc il s'agit de relever les planchers et de diminuer les plafonds. Pascal Demurger, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, essayez d'avoir une entreprise qui n'est pas limitless. Est-ce que le fait qu'une autorité supérieure, un grand ordonnateur, l'État, impose plus de contraintes aux entreprises, vous y voyez plutôt une bonne chose, j'imagine, vu que vous appliquez une certaine forme de contrainte? Alors, à mes heures perdues, je co-préside un mouvement qui s'appelle Impact France, qui est un mouvement d'entreprises engagées qui, justement, veulent aller sur ce terrain de réduisons notre impact négatif et essayons d'avoir même un impact positif, que ce soit, encore une fois, au plan social ou au plan écologique. Quand on regarde l'ampleur, parce que c'est un chantier totalement gigantesque, l'ampleur de la transition et notamment de la transition de l'économie, et quand on regarde en plus l'urgence dans laquelle il faut impérativement la faire, alors moi je crois beaucoup en effet à la nécessité de ce que vous rappeliez, c'est-à-dire une planification d'ensemble. Je crois beaucoup à des mesures extrêmement fortes qui, évidemment il y a des mesures contraignantes, mais il y a énormément à l'égard des entreprises de mesures incitatives, de mesures financières tout simplement. François reprenait l'exemple qui est au cœur du combat d'Impact France, qui est celui de la conditionnalité des aides publiques. Effectivement, 200 milliards d'aides publiques distribuées par l'État chaque année aux entreprises, sans aucune exigence sur leur manière de se comporter. Bah oui, demain, il faut juste arrêter avec ça. Oui, évidemment qu'il faut conditionner la distribution des aides publiques aux entreprises au bilan carbone des boîtes et à la manière dont elles se comportent au plan social. Les marchés publics, c'est exactement la même chose. 150 milliards d'euros de marchés publics chaque année passés en France. Évidemment qu'il faut imposer des clauses écologiques et sociales beaucoup plus fortes dans les appels d'offres des collectivités publiques, qu'elles soient locales ou que ce soit l'État. Et puis, oui, comment se fait-il? Est-ce qu'il est imaginable qu'aujourd'hui encore, toutes les entreprises payent exactement, soient soumises exactement au même taux d'imposition, quel que soit leur comportement? Ben non, je crois qu'il faut une fiscalité comportementale, c'est-à-dire une modulation des taux d'imposition, par exemple de l'impôt sur les sociétés, en fonction effectivement de l'impact climatique ou social des entreprises. Et cet impact aujourd'hui, on sait le mesurer, on a les outils pour ça. Il y a la directive CSRD qui, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais on sait aujourd'hui effectivement avoir une mesure précise, objective et une comparaison auditable des entreprises entre elles. Donc oui, les politiques publiques doivent s'adapter à cet égard. Par ailleurs, on sait que la transition a un coût relativement important. Alors, un coût bien inférieur qu'à l'absence de transition. En gros, les économistes nous disent que la transition, c'est 65 milliards d'euros d'investissement nécessaires chaque année. Là où, si on ne fait rien, ça va nous coûter à un horizon
de quelques décennies, quelque chose comme 250 ou 300 milliards d'euros par an, les conséquences du réchauffement climatique. Donc bien sûr, il faut accélérer la transition. 65 milliards d'euros par an, en fait, la transition de l'économie, c'est passer d'une économie dans laquelle on a des coûts moyens relativement élevés parce que le prix de l'énergie est malgré tout relativement élevé, même s'il ne l'est pas assez en réalité parce qu'on n'internalise pas les externalités, c'est-à-dire les conséquences de cette énergie. On passe d'une économie telle qu'on la connaît aujourd'hui à une économie dans laquelle il y a un effort considérable à consentir, un investissement considérable pour décarboner. Mais en revanche, après, une fois qu'on a généralisé des énergies qui sont des énergies renouvelables, le coût marginal, le coût de l'utilisation de cette énergie est très très faible. Donc on voit bien que l'effort il est au départ et qu'ensuite on a une économie qui effectivement est une économie avec une forte intensité capitalistique d'investissement, mais des coûts marginaux qui sont beaucoup plus faibles. Il faut en effet organiser cette transition et il faut une planification économique très, très forte. On va passer à vos questions parce que François Ruffin, vous devez prendre le train pour Amiens et nous quitter à -20 au plus tard. Donc voilà, vous ne devez pas tarder, vos costumes suivront sans doute j'imagine. Mais y a-t-il des questions dans la salle? On va essayer de faire une alternance femmes-hommes. Donc je commence par madame. Bonjour. Alors j'ai essayé de construire un peu ma question ces 5 dernières minutes, mais c'est un peu compliqué, donc peut-être que vous reformulerez. Je me suis posé une question j'ai fait un croisement entre le logement et les assurances, et j'étais en train de me dire qu'en fait les assurances, les compagnies au global doivent avoir des cabinets d'études et réfléchissent beaucoup au demain. Et du coup, est-ce que dans 10, 15, 20 ans, il y aura des gens qui pourront peut-être ne pas être assurés parce que si la France est une maison, lundi il y a un incendie, mardi, je me fais inonder. Mercredi, il y a une grande tempête, j'ai plus de toit. Et puis jeudi, on découvre qu'il y a une usine qui a vomi des déchets dans ma cave. Voilà. C'est une super bonne question et on est au cœur du sujet, faire écologie ensemble. On est au cœur du sujet. Si on laisse les choses, si on laisse le marché fonctionner sans régulation, qu'est-ce qui va se passer? Les choses sont extrêmement simples. Vous avez évidemment des catastrophes naturelles, des événements climatiques qui sont croissants, et je parle de la France, hein, sur le territoire national, qui coûtent de plus en plus cher, bien sûr, enchérissement du coût. On a vu les inondations à répétition dans le nord de la France, par exemple. Et vous avez une concentration de ces événements climatiques sur des zones que l'on connaît parfaitement bien. Et on sait qu'à tel endroit, de manière hyper précise, il y a une répétition des inondations. On sait qu'à tel endroit, il y a un risque, et même c'est plus un risque, c'est une certitude, de submersion marine. On sait qu'à tel autre endroit, le sol est argileux, et avec la sécheresse, les maisons se fendent et deviennent inhabitables. Qu'est-ce qui va se passer si, et c'est une bonne illustration de notre débat, qu'est-ce qui va se passer si on laisse les choses faire et les entreprises fonctionner comme elles le souhaitent? Comme on sait où vont avoir lieu ces catastrophes, dans ces zones-là, petit à petit, les assureurs vont se retirer et vont refuser d'assurer votre maison parce que, non, l'endroit où vous êtes est précisément une zone hyper inondable et on sait à coup sûr que tous les 3 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, il y aura une inondation et donc non, on ne veut pas vous assurer parce que ça coûte trop cher. Et c'est pour ça que moi, ça fait des années maintenant que j'interpelle les pouvoirs publics sur le thème, mais est-ce que vous vous rendez compte que demain, on va avoir des centaines de milliers, parce que c'est de ça dont on parle, ou peut-être même des millions de concitoyens qui ne pourront plus assurer leur maison, alors que même ce sont ceux-là qui sont dans les zones les plus exposées et qu'ils vont avoir à coup sûr une inondation ou de la sécheresse ou que sais-je. Enfin, ça devient un problème, ça va devenir un problème social et politique complètement majeur. Et qu'on ne peut régler précisément qu'ensemble. C'est-à-dire en prenant en charge
de manière mutualisée, en l'occurrence entre tous les assureurs de la place, le coût élevé de ces zones géographiques. Autant vous dire que quand je propose ça aux autres assureurs, j'ai un succès relativement limité. Les pouvoirs publics commencent manifestement à comprendre l'existence du problème et sa nature. De là à mettre en place ces solutions, on n'y est pas encore, mais le combat continue. Mais on est au cœur du sujet, faisons écologie ensemble. Si on n'invente pas des solutions coopératives, alors on va droit dans le mur. Merci beaucoup. Du coup, on a juste une question ici. Oui, merci. Vous avez parlé d'imaginaire, c'est une question du coup pour Sarah et François. François, vous avez parlé d'imaginaire. J'ai une question qui est un petit peu large, mais je veux voir si vous avez des idées par rapport à ça. C'est comment est-ce qu'on rend la sobriété, qui est, comme vous l'avez dit, souvent subie, comment est-ce qu'on la rend désirable? Est-ce que c'est déjà important de le faire pour tout le monde, les classes populaires, les plus riches aussi? Et comment est-ce qu'on y arrive, à part, en interdisant les pubs pour SUV, ce qui pour moi est vital. Exemple, la mobilité par exemple. On a souvent l'impression que la voiture c'est un objet qui est complètement indispensable, or elle ne l'est pas, que ce soit pour les banlieues ou les milieux ruraux, elle est beaucoup moins indispensable que ce qu'on croit. Et comment est-ce qu'on rend une alternative, un véhicule beaucoup plus léger, désirable, alors que ça ne l'est pas? Parce qu'il y a beaucoup de marketing par exemple. Est-ce que vous avez des idées par rapport à ça? Sarah? Alors juste, je suis pas tout à fait d'accord sur l'exemple de la voiture. Je pense que si on pose la question à quelqu'un de Clichy-sous-Bois qui n'a pas de transport et qui doit venir à l'Académie du Climat ce matin et il n'y a pas d'RER tout ce week-end, bah, parfois c'est un peu indispensable. Mais le truc, c'est qu'après, sur la question de la sobriété et sur comment rendre la sobriété désirable, sympathique et intéressante, en fait, ça passe par les imaginaires et ça passe par très jeune finalement. C'est-à-dire que très jeune, comment est-ce qu'on a le temps de pouvoir, que ce soit via les accueils de loisirs, via l'éducation, via des parents, de l'école, pouvoir finalement permettre l'univers des possibles, mais un univers qui est différent. Et pour ça, en fait, le truc, c'est que ça passe aussi par... pour moi, la question de l'éducation, en fait, dans ce sujet-là, elle est centrale. Et en fait, là où c'est très compliqué, c'est que on parle beaucoup d'engagement de la jeunesse, une jeunesse qui se conscientise plus tard, parce que plus jeune, c'est pas forcément... En fait, quand on en parle à des professeurs qui ont des programmes à boucler, etc., la question de l'écologie, elle n'est pas forcément centrale dans les programmes scolaires, par exemple. Et au-delà de ça, c'est que là, par exemple, on est dans un contexte où l'intersyndicale 93 est assez énervé, et à juste titre, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans les établissements. En fait, il faut avoir les moyens de pouvoir créer cette éducation écologique, cette éducation d'écologie populaire, et donc de pouvoir travailler sur les imaginaires. Donc ça passe notamment par les institutions et l'éducation, et après ça passe par un discours, je pense, de la part des parents qui ont peut-être pris conscience de certaines choses, des grands frères, etc. etc. Merci. D'abord, si vous allez dans le pays et que vous dites qu'on peut se passer de la voiture, vous êtes sûr de faire 3%, quoi. Et vous êtes sûr de vous couper du pays, et vous êtes sûr que la question de l'écologie va devenir antipopulaire et être perdue d'avance. Donc il faut dire qu'on aime la bagnole? Il faut dire qu'on aime la bagnole. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Applaudissez, mais moi je vous invite à venir faire campagne dans mon coin. D'accord? Parce que, je veux dire, les salariés de la zone industrielle, quand ils habitent Berthaud-Court-Saint-Ouen, pour y aller, aujourd'hui, c'est pas possible. S'il n'y a pas la voiture aujourd'hui, compte tenu de l'organisation de la société, elle est indispensable pour les gens de mon coin. Oui. Donc ça veut dire qu'avant de leur dire vous pouvez vous passer de la voiture, il faut déjà avoir transformé la société. Mais si vous mettez la charrue avant les bœufs, ce qui est une autre forme de moyen de déplacement, eh bien, vous perdez tout le monde. Donc, or, peut-être qu'il pourrait y avoir une alternative. 9 habitants sur 10 de la région des Hauts-de-France, que je ne connais toujours pas comme étant ma région, moi Picardia Independenza, mais enfin bon, passons là-dessus. 9 habitants sur 10 habitent à moins de 10 km d'une gare. Donc peut-être qu'il y a
moyen de penser un autre système? Ça pose ça comme première question. La deuxième question, je pense que ça pose la question du rapport au temps. Moi, je pense qu'il nous faut un ministère du temps. Même pas un ministère du temps libre, mais il nous faut un ministère du temps. Comment on fait pour ralentir? C'est pas évident, hein? Ça va pas de soi. Mais comment on fait pour ralentir? Entre devoir aller au boulot, s'occuper des enfants, faire les courses du machin et tout ça, comment on fait pour pas être pris dans cette spirale? Et alors le pire en la matière, pour la gestion du temps, c'est moi. Donc j'ai vraiment pas de leçon à donner à personne. Mais et je vais devoir partir parce que je suis pris par le temps. Et puisque Sarah disait, je veux faire un lien entre la France des bourgs et la France des tours. Sarah, elle a des problèmes de RER, moi j'ai des problèmes de TER. La question des services publics, si jamais, je veux dire, à quelle vie aspirent les gens? Je ne pense pas que les gens ils aspirent à une vie compliquée. Je me souviens d'un dossier de Wolinski que j'avais sur la porte de ma chambre d'enfant. Donc Wolinski qui était dessinateur pour l'Humanité. Et c'était un truc en 2 vignettes. Sur une vignette, il y avait une femme avec un grand chapeau allongé sur un divan. Et il y avait sa petite fille avec la bonne coupe bien au carré qui demandait « C'est quoi le luxe, maman ?» Elle répondait « C'est le caviar, c'est le champagne, c'est les grandes soirées, tout ça. » Puis à côté, on avait une femme populaire, on aurait dit à la campagne, avec sa petite fille qui était à table et qui lui demandait « C'est quoi le luxe, maman ?» Elle lui répondait « C'est la confiture, c'est le lait. » Ben voilà. Et je pense qu'au fond, l'aspiration des gens, elle est de bien vivre. Elle n'est pas d'aller tout le temps à l'autre bout de la planète. Elle n'est pas d'avoir la plus grosse bagnole possible. Maintenant, ça demande, qu'on élimine ce qui nourrit un imaginaire nocif, qui fait, c'est en anglais, on dit « keep up with the Jones hein, », se maintenir à la hauteur des voisins, qui est ce qu'on appelle de manière savante la rivalité ostentatoire, qui fait que dans une certaine classe, j'ai parlé du Monaco Yacht Show, le plus grand yacht il est à 140 mètres, donc bon, quand on est milliardaire français, maintenant il faut en avoir un à 80, mais il y a une espèce de course là-dessus. Quand on est un gros patron de PME, et bon, on peut en avoir un à 25 mètres, mais quand on est chirurgien, il faut au moins avoir son voilier à la bolle. Et puis ensuite, tout le monde qui part à la retraite, le cadre qui part à la retraite, il doit faire son voyage avec Costa. Et puis enfin, on en arrive sur la Somme en face de chez moi, un prolo bien tatoué qui fait du scooter de mer sur la Somme. Bon, voilà. Mais c'est marrant que vous rigoliez au scooter des mers sur la Somme et qu'on rigole pas au yacht, parce que finalement, ce qui est plus rigolo, c'est les mecs qui se font construire des yachts de 140 mètres de long. Je veux dire, c'est d'un ridicule. Mais donc, voilà, il faut évidemment en finir avec cette rivalité ostentatoire. Comment on fait? En baissant le plafond, en les empêchant d'avoir ces super yachts, et en faisant que l'imaginaire qu'on met en œuvre, quand on voit que les gamins se bouffent des milliers de marques dès leur plus jeune âge, bon, c'est pas possible. Si jamais on veut changer et aller vers ce qui est le plus naturel aux gens, pouvoir se soigner, pouvoir se loger, pouvoir bien se nourrir, avoir la garantie d'assurer une bonne éducation à ses enfants et avoir quelque chose qui est de l'ordre de la stabilité. Pascal parlait du marché. Le marché, non seulement il ne marche pas, parce qu'il provoque des crises, crise du médicament, crise du logement, crise tous azimuts, mais en plus, il place les gens dans une instabilité permanente, à ne pas savoir comment ils vont vivre dans 6 mois, dans 1 an. La crise de l'agriculture, c'est une crise du marché. Non seulement parce que les prix sont trop bas par rapport à ce qui se font bouffer par l'industrie agroalimentaire et par rapport à la grande distribution, mais en plus ils ne savent pas comment ils vont pouvoir vivre, avec quel prix ils vont vivre dans 6 mois. Comment vous voulez changer votre exploitation, vos manières de produire et ainsi de suite, si on ne vous donne pas des assurances sur voilà comment ça va se passer sur 10 ans. Donc nous, on a comme devoir de rouvrir un horizon et de cesser d'être dans cette espèce d'immédiat. J'ai noté, je lisais un bouquin hier qui rappelait une phrase de Thatcher, et je termine là-dessus, et après je file. Je vais prendre mon train parce que moi, j'ai pas ralenti. Mais Thatcher qui disait, quand elle prend le pouvoir, l'économie est la méthode, l'objectif est de changer le cœur et l'âme. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Elle voulait dire qu'elle a trouvé que pendant des décennies de travaillistes en Angleterre, dans son enfance, son adolescence et sa jeunesse, il y avait trop de collectifs et qu'il s'agissait de passer à l'individu, il y avait trop de nous et il s'agissait de passer au jeu. Évidemment, on a le mouvement inverse, non pas qu'il s'agisse de tout le collectiviser, mais nous, on a pour objectif de faire ensemble et non pas faire côte à côte. On a pour objectif de faire du nous et non pas de faire du jeu. Et je dirais, pour parodier la citation de Margaret Thatcher, que l'écologie est la méthode, mais l'objectif est aussi de changer le cœur et l'âme.
Ah. Après avoir dit ça, vous avez le droit de filer prendre votre train, François Ruffin. Merci beaucoup. Mais on peut continuer les questions avec Sarah Ichou et Pascal de Murger. Donc je crois que votre question était pour François Ruffin. Donc y a-t-il une autre question pour nos... Bien sûr. Ma question, c'était parce qu'on a beaucoup parlé de rivalité de classe, mais pas assez de rivalité politique. Et avec les élections européennes qui approchent, et notamment la polarisation, avec la montée de l'extrême droite, en fait, qui monopolise la parole autour de sujets, je pense à l'immigration, en fait, et qui invisibilise le sujet de l'environnement et de l'écologie, alors que finalement, tout est lié à l'environnement. Justement, je pense au blocage au sein du Parlement qu'il peut y avoir. Est-ce que vraiment on peut faire écologie ensemble au-delà des frontières politiques, ce qui paraît, après c'est peut-être un peu pessimiste, mais voilà. Mais cela dit, on peut aborder la question avec Sarah, peut-être, sur la question politique. Parce que... Ouais, c'est... Allez. Ce que j'ai... Non, mais... tout dépend de qui on parle. Je veux dire, moi... Je parle à tous les citoyens de ma circonscription, d'accord? Et sans leur demander leur bulletin de vote, qu'est-ce qu'ils ont voté la dernière fois et pour qui ils penchent et tout ça. Je cherche à convaincre tout le monde, le cœur et les âmes de tout le monde. Maintenant, pour ce qui est des cadres et des dirigeants du Rassemblement national et de l'extrême droite, pour moi, j'ai continué à maintenir le cordon sanitaire. Je serai peut-être le dernier dans le pays, mais j'ai continué à maintenir le cordon sanitaire. Et je sais, par exemple, lundi, très concrètement, sur l'usine Metex à Amiens, je le dis, qui est produit donc, de la lysine qui est utilisée par exemple pour l'Aspégique. Il y a 300 emplois qui risquent de partir parce que c'est l'invasion de la lysine chinoise, alors que la lysine produite ici en Picardie, enfin chez moi en Picardie, est 5 fois moins polluante que la lysine chinoise, parenthèse, mais les mecs du Rassemblement national, ils ont voulu se pointer, et bien avec les syndicats, on les a continués à les maintenir en dehors du parking. C'est une bagarre quand on est sur le front de la Somme, mais c'est une bagarre que nous maintenons, et c'est pas l'écologie qui va servir de passerelle. Merci beaucoup. Ça, vous avez un mot à dire? Non, mais en fait, moi, ce à quoi j'allais répondre, même si je pense que c'est un sujet de thèse et c'est le moment où on dit vous avez 4 heures, et on n'a pas 4 heures. Mais en fait, le truc, c'est que, évidemment que c'est politique, parce qu'encore une fois, en tout cas sur la question des quartiers populaires, encore une fois, il y a ce truc de on va faire, mais sans vous. C'est-à-dire que vous êtes là-bas. Finalement, ce qui se passe dans les quartiers populaires, ça ne nous intéresse pas forcément. Et donc, il y a eu ce moment, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant aujourd'hui de se poser la question de comment on fait écologie ensemble. Mais il y a eu deux manières de faire écologie, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui faisaient écologie de manière assez naturelle et assez spontanée, mais sans forcément le conscientiser. Et ceux qui finalement, tout d'un coup, ont créé un mouvement de c'est super, de manger des graines. Bref, j'abuse un petit peu, mais en tout cas, le truc, c'est que sur cette question du ensemble, évidemment que la question, elle est politique et que ça passera essentiellement par l'aspect politique, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, il peut se passer plein d'initiatives assez indépendantes les unes des autres, mais pour les connecter, c'est mieux de passer par des organisations, qu'elles soient politiques après ou autres, mais effectivement, ça peut être une option. Pour terminer, en lisant un témoignage, je crois, Sarah, que de vos origines familiales sur le site du Bondi Blog, Asala avait une question à ce sujet qui est une belle façon de terminer cette rencontre. Parce que du coup, pour moi, à mon sens, le ensemble, ça va au-delà des frontières. Et du coup, il me semble que tu es d'origine algérienne. L'article, c'était au sujet de tes vacances en Algérie. Ouais, parce qu'il faut savoir que je suis arrivée au Bondi Blog à l'époque où c'était vraiment un blog, donc on racontait un peu notre vie. Ouais, j'ai peur de la question. C'était hyper intéressant et je me suis grave retrouvée dedans. Et du coup, ma question c'était comment tu vis l'écologie en Algérie et c'est quoi les points qui t'ont marqué le plus? Alors, waouh, c'est une question vraiment, on peut partir sur... c'est waouh, incroyable, l'interview. Non, mais en fait, moi, du coup, en Algérie, mes parents, grands-parents, sont originaires d'un village, donc en fait, où vraiment le rapport à l'agriculture, à la terre, à tout ça, en fait, il est central. On parle de gens qui n'ont jamais pris l'avion, on parle de gens qui mangent ce qu'ils cultivent, finalement. Donc, moi, je sais qu'en tout cas, comment dire, mon éducation à l'écologie, elle est surtout passée par ces vacances-là, plus que... parce que évidemment que je voyais des choses dans mon quartier à Bondy, évidemment que je voyais des pratiques écologiques, mais là où c'était vraiment frappant, ça a été ça. Ça a été pendant ces vacances-là. Donc effectivement, il y a un vrai lien. Merci beaucoup à tous les 2 et 3. Bon. Merci. Merci à vous.
Merci beaucoup à Salah. Merci Thibaut d'avoir été avec moi. Ça a été une préparation au pied levé, mais très chouette à faire Grave. avec toi. Voilà. Et merci à tout le monde du coup d'avoir été là pour ma première table ronde.